Chapitre 10. Hockey sur poussière. Un après-midi d'été 2027, je décidai d'arpenter les rues de mon quartier, question de permettre à mon chien de déféquer ailleurs que sur mon tapis persan. Et oui, le négro avait percé. Expression toadienne signifiant que je vivais maintenant loin du spectre de la pauvreté. Cette prospérité à l'occidentale s'étant enfin décidée à frapper à ma porte, je me plaisais à acheter et encore acheter. Sournoisement, je me laissais envahir par un profond désir de posséder plus que ce qu'il me fallait. En 10 ans, question de meubler mes multiples résidences, je m'entourais de toute une panoplie d'objets rares, tous très dispendieux. Tapis, tableaux chics et modernes dans le genre Oh là là Paris, peintures et sculptures style Vauveau que je faisais acheminer de ma terre natale, objets d'art hétéroclites que je ramenais de mes nombreux voyages d'affaires. Je n'avais pas d'enfant, c'était moi l'enfant. Je vivais un vrai Noël en continu, des cadeaux à n'en plus finir, addictif tout ça. Quelquefois, le week-end, je m'entourais de quelques collègues. Des cocktails parties bien arrosés, cigares entre les doigts, discutaillant d'hypothétiques acquisitions et autres transactions. Mais le soir venu, je devais retrouver ma solitude. Cette solitude que je semblais accepter comme un état de fait, un trait caractéristique de ma société d'accueil. Le prix que le Canadien moyen devait payer en contrepartie du développement économique. Mais bon sang, qu'était devenue cette vie associative que j'avais connue en Afrique? Ici, la réalité est toute simple. Je n'ai pas d'amis. Mes voisins ne le sont que de nom. Seulement un d'entre eux a pris le soin de me souhaiter la bienvenue dans ce quartier huppé. Mon seul réconfort émotif me vient donc d'Achille, le petit chien que je me suis offert cet été. Initialement, j'ai acquis cette boule de poil dans le seul but de faire comme tout le monde et mieux m'insérer au décor du quartier. Mais très vite, je me suis surpris à parler à Achille, à lui conter mes journées. Cet animal, moitié caniche, moitié Lhasa Apso, prit rapidement une imposante place dans ma vie et dans mon équilibre psychique. Il me manque tellement durant les heures de travail que j'ai même installé une caméra dans le living room, de sorte à pouvoir épier ses moindres faits et gestes à distance. En très peu de temps, Achille devint mon seul et unique compagnon de vie. Mais mon tapis persan, jamais, au grand jamais, Achille n'aurait le droit de le fouler. Ses crottes, n'en parlons même pas, d'où le besoin de le trimballer dehors chaque fois qu'il me le demandait. En cette fin d'après-midi ensoleillée, je défile donc dans les rues du quartier, en compagnie d'un Achille plus méticuleux que d'habitude, cherchant la touffe d'herbe parfaite à bénir de sa précieuse pisse. C'est alors que, fait surprenant, j'entends des bruits dans la rue voisine. Des enfants jouent au hockey sur l'asphalte. Bâton de hockey, une balle de tennis, 2 contre 2, un gardien dans les buts. La vie est simple pour eux. Du coup, je ressens le besoin d'apprécier à sa juste valeur cette image d'enfant souriant, riant, jouant, ne se souciant aucunement du lendemain. Je décide donc de m'asseoir sur le bord du trottoir et me rincer l'œil à les observer. À coup sûr, ça changera quelque peu ma soirée qui s'annonce comme d'habitude, morne et terne. Il me rappelle mon enfance, et du coup je me sens envahi par un tas de souvenirs, se succédant à un rythme tellement fou que j'ai du mal à les contenir. Eux rêvent de jouer aussi bien que Mario Lemieux ou Gretzky, célèbres hockeyeurs de leur temps. Nous, en Afrique, nos idoles se nommaient Garrincha, Maradona, Franz Beckenbauer et inévitablement Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le pseudonyme de Pelé. Ces footballeurs émérites qui ont bercé mon enfance.
Enfants, nous aussi jouions dans les rues. La différence, c'est que dans ce monde civilisé et aseptisé qui est le leur, ces jeunes hockeyeurs canadiens ne se saliront jamais les orteils. En effet, j'ai vite compris cette caractéristique typique des sociétés modernes. À moins de vivre dans une ferme, on n'y foule que du goudron, du gazon ou du ciment, mais jamais de la terre poussiéreuse. Moi, en Afrique, ma mère devait nous laver tous en début de soirée pour savoir lequel était son fils, tellement nous étions couverts de poussière. Les problèmes d'hygiène, la teigne qui attaque le cuir chevelu, les furoncles pleins de pus, les asticots qu'il fallait déloger du dessous de la peau, j'en ai connu des tonnes. Et pourtant, pour rien au monde, j'aurais arrêté de jouer au foot, pieds nus et nombril à l'air. À peine rentré de l'école et avant même de faire mes devoirs, je tapais dans un ballon de foot. Certains week-ends, c'étaient les tournois entre équipes qui rivalisaient d'ardeur pour se faire sacrer championne du quartier. Le plus grand de ces tournois, je l'ai vécu il y a longtemps. Je devais avoir 7 ou 8 ans, pas plus. Un concours de circonstances m'a mis au beau milieu de cette rivalité légendaire qui séparait deux équipes du quartier. Les gendarmes et les portuaires. En effet, dans la commune de Trècheville où j'habitais, notre résidence se trouvait à mi-chemin entre une caserne de gendarmerie et la cité du port. C'était l'espace en arrière de l'actuel hôpital de Trècheville, près de l'école des infirmiers. Les enfants de ces deux sous-quartiers se vouaient une haine dont l'origine m'a toujours échappé. Gendarmes et portuaires connaissaient les frontières de leurs territoires respectifs. Chaque fois qu'un gamin d'un camp se trouvait par inadvertance dans l'autre territoire, il savait qu'il fallait décamper au plus vite. Ainsi, je n'appréciais pas du tout que ma mère m'envoie faire des courses à la boutique, car celle-ci se trouvait juste à l'entrée de la cité du port, territoire des portuaires. Je me suis fait rudoyer plus d'une fois là-bas. Pareillement, quand les petites filles du port avaient le malheur de venir flâner aux alentours de la gendarmerie, elles étaient assurées de se faire embêter par les gosses du coin. Notre spécialité, c'était de les viser et les atteindre avec nos petits lance-pierres qui, galanterie oblige, étaient chargés de bouts de liane coupés en V, en lieu et place de vraies pierres. Une fois, on s'est même fait la guerre de part et d'autre de notre frontière, chaque camp usant de ses armes fait maison. Vous devinez donc que quand ces deux équipes se retrouvaient en finale du tournoi de foot, c'était tout un événement. Tout le quartier venait inévitablement y assister, jeunes et vieux. Moi, le petit Jeannot, j'avais pris fait et cause pour les gendarmes parce qu'on y trouvait mes meilleurs amis de jeu. Zouzoua était un défenseur intrépide. Avec lui, la balle pouvait passer la ligne de défense, mais jamais le porteur de balle. Il en imposait de par ses tacles secs et tranchants. Abou était un milieu de terrain hors pair. C'était une véritable tour de contrôle qui avait une vision périphérique unique, plaçant les balles çà et là avec maestria. On disait de lui qu'il avait des yeux derrière la tête. Mais la star de notre équipe, c'était inévitablement Alexis, communément appelé Alex. Lui, la balle lui collait aux pieds comme un aimant. Ses dribbles ridiculisaient les défenseurs les plus aguerris. Il ne manquait jamais d'imagination et, à lui seul, donnait le tournis à toute une défense entière. Alex, c'était notre Pelé à nous. Pour ce tournoi, chaque joueur de chaque équipe avait payé 5 francs CFA, un sou, pour assurer sa participation. L'argent collecté avait servi à acheter la coupe. En fait, une banale coupe à vin achetée à la boutique du quartier, remplie d'une vingtaine de bonbons que se partageraient les vainqueurs du tournoi. Cette coupe, avec tous ces bonbons dans leur enrobage coloré et chatoyant, nous étions prêts à mourir pour la gagner et tous les moyens étaient utilisés pour s'assurer du résultat. Nous nous savions techniquement supérieurs à l'équipe des portuaires. Mais cette année-là, nous avons dû faire face à un ennemi d'un tout autre ordre. Lassés de se faire toujours coiffer au finish par les gendarmes, les portuaires sont allés chercher l'arme ultime. C'était un préadolescent du nom de Mongueï. Non, Mongueï n'était pas un joueur emprunté à un autre quartier. Il était d'ailleurs trop âgé pour participer au tournoi.
Cette année-là, Monguéhi était le coach, le manager, l'entraîneur des portuaires. Ce ne sont pas vraiment ses qualités de coach qui nous effrayaient, mais quelque chose d'encore plus terrifiant. Monguéhi ne connaissait rien au football, ou très peu. Il avait d'ailleurs des allures gauches quand il touchait lui-même à la balle. Plus jeune, il n'avait impressionné personne sur le terrain. Par contre, déjà à un si jeune âge, une terrible réputation le précédait partout où il allait. Selon ce qui se racontait, Monguéhi s'y connaissait en fétiches, incantations et autres sciences occultes. Il était le dépositaire de pratiques sues de seulement quelques initiés et cela était suffisant pour nous pétrifier. La veille de la finale qui devait nous opposer aux portuaires, la rumeur courut que Monguéhi avait préparé un fétiche hors pair qui devait anéantir tous nos espoirs de victoire. En effet, on racontait que Monguéhi avait tué un margouillat à tête rouge, ce lézard qui arpente nos sentiers poussiéreux de Trècheville. Il avait soigneusement sectionné la tête de la pauvre bête, puis avait méthodiquement écrit les noms de tous les joueurs adverses sur un petit bout de papier. Ce bout de papier avait alors été enfoui dans la gueule du margouillat. Enfin, il avait enfoui cette tête dans un citron jaune qu'il avait refermé en le cousant d'un fil noir. L'image à elle seule était terrifiante. À 7 ans, imaginez que son nom soit en train de se faire digérer dans la tête d'un lézard, elle-même enfouie dans le sucre acide d'un citron cousu de fil noir, ça donne terriblement froid dans le dos. La veille de la finale, comme tous les autres membres de mon équipe, j'eus beaucoup de peine à m'endormir. Cauchemar à répétition. Le lendemain, Monguéhi corsa l'addition en se présentant la main droite serrée contre la poche de sa chemise tout le long du match. Il paraît que chaque fois qu'un joueur adverse serait sur le point de tirer la balle en direction des buts des portuaires, Monguéhi n'avait qu'à presser le citron qu'il tenait dans sa poche pour que ce dernier ressente sur le champ une terrible envie d'aller aux toilettes. Était-ce vrai? Faux? Je n'en sais rien. Avait-il réellement un citron dans sa poche? Ou jouait-il tout simplement avec nos peurs pour nous démoraliser? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'en moi, chaque cellule de mon corps tremblait de trouille. Dans la tête du petit gamin que j'étais, tout cela était bien réel. Je fus donc soulagé de ne pas faire partie de l'alignement de départ, heureux d'échapper au fétiche de Monguéhi. Je ne jouai que les 5 dernières minutes de la partie, car, je l'admets, je n'ai jamais été particulièrement bon au foot. La partie se déroula jusqu'à la fin sans aucun but, ce qui dans notre intellect semblait renforcer l'idée que des forces mystiques œuvraient en effet pour Monguéhi. À la fin du temps réglementaire, les 2 équipes furent forcées de procéder au tir de pénalité. Cette série de tirs fut chargée d'électricité, un événement qui restera gravé dans ma mémoire toute ma vie. À chacun de nos tirs, Monguéhi pressait son citron, très fort. Quand Alex rata son tir de pénalité, toute notre équipe fut alors convaincue que Monguéhi y était pour quelque chose. En effet, tout le monde peut rater un tir de pénalité, mais pas Alex. Pour que notre Pelé rate son tir, il faudrait que la terre tremble ou qu'un cataclysme quelconque déplace les filets. Mais non, dans notre compréhension de petit enfant de 7 ans, le citron de Monguéhi avait fait son effet. Sur les 4 premiers tirs, nous en ratâmes 2. Heureusement, nous pouvions compter sur les mauvais tireurs du camp adverse. C'est à croire que ces derniers avaient chacun 2 pieds gauches, de vrais nuls comme on en voit rarement. C'est ainsi qu'avec un avantage d'un tir au but, je me trouvais dans l'inconfortable position de devoir tirer notre 5e et dernier tir de pénalité. De mon coup de pied dépendait l'issue de ce match. Je n'avais qu'à le mettre au fond des filets et la victoire serait à nous. En cas d'échec de ma part, nous devrions reprendre une autre série de tirs. Quand je m'approchai pour mieux positionner la balle avant mon tir, mon regard croisa celui de Monguéhi, debout sur la touche. Il était là, la main droite toujours posée sur le cœur.
me regardant droit dans les yeux, avec un air sévère, s'apprêtant à serrer de toutes ses forces ce citron dans lequel se trouvait, dit-on, une tête de margouillat, et dans la gueule duquel se trouvait mon nom inscrit sur un bout de papier. J'étais complètement tétanisé. Quand je pris mon élan, j'étais mort de peur, pétrifié à l'idée de ce qui adviendrait de mes entrailles au moment fatidique, quand le bout de mon pied toucherait la balle. Selon ce qu'on racontait, je sentirais une violente douleur au bas-ventre qui me cisaillerait jusque dans le cul, comme quand survient une soudaine diarrhée, impossible à contrôler. En face de moi se tenait le gardien des buts adverses, prêt à bondir et saisir au vol ma balle. Je courus de toutes mes forces vers la balle, anticipant l'instant fatidique où Mongueï presserait son citron. Au moment de tirer ma balle, je fermai même les yeux, ne sachant que faire face à des forces qui dépassent mon entendement, capables d'infliger à mon corps les pires sévices. Pétrifié, c'est à peine si j'effleurai la balle. Une lamentable touche qui s'engouffra ni à droite ni à gauche, mais lentement droit devant. Le gardien de but, par contre, anticipant un boulet de canon, s'était déjà envolé tel un oiseau dans le coin supérieur droit de ses filets. Il ne put absolument rien contre ma balle qui, mollement et lentement, s'en alla bonnement dans le vide qu'il avait laissé au milieu. Je venais de marquer mon tir de pénalité contre toute attente. Le brouhaha qui s'ensuivit fut un des meilleurs délices de ma vie. De joueur de seconde zone, je me retrouvais héros du jour. Pour certains, j'étais plus fort que les fétiches de Mongueï. Pour d'autres, le plus chanceux de la planète Terre. La foule me porta sur ses épaules en criant à tue-tête « Jeannot, Jeannot, Jeannot !» Cette année-là, la coupe nous est encore revenue. On venait de battre les portuaires, et ce, malgré les pouvoirs de Mongueï. La procession de victoire à travers le quartier dura plus de 2 heures, et des bonbons, nous en avons eu beaucoup. J'en reçus une double part ce jour-là pour avoir marqué le but de la victoire. Alors qu'en réalité, ce n'est pas moi qui ai marqué ce but, mais plutôt ma peur, qui a déjoué tous les plans du gardien de but. La joie qui m'envahit ce jour-là, je ne l'ai plus jamais vécue de toute ma vie. Ni en Afrique, ni au Canada. Ni mon premier gros contrat, ni mon premier $1 million ne purent me faire revivre une telle extase. Au moment où je revis ces instants mémorables, j'entends mes jeunes hockeyeurs crier eux aussi, parce qu'un des leurs vient de marquer un but. Du coup, je me rends compte que, malgré les années, la distance ou même la couleur de peau, la nature humaine reste la même. Qu'il s'agisse d'asphalte ou de poussière, de hockey ou de football, la joie d'un enfant est universelle. Pure, innocente, gratuite et tellement belle à observer. Décidément, rien ne présageait que je vive un tel après-midi fait de rêveries, assis sur le bord du trottoir. Achille, quant à lui, s'était calmement assoupi à mes côtés, se demandant ce que je faisais. Nous rentrâmes de notre marche quelque peu requinqués par cette subite bouffée d'oxygène, heureux d'avoir pu revivre de tels souvenirs le temps d'une partie de hockey sur poussière, que dis-je, hockey de rue.